9h17, merci de nous rejoindre sur TV Finance. C'est l'heure de notre interview économique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir en plateau Nicolas Chéron, stratégiste marché chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on a un beau programme aujourd'hui sur une interview qui va passionner puisqu'on va parler de sujets d'actualité. On va déjà parler tapering, on parlera aussi crypto-monnaie, mais on va commencer par bien sûr Evergrande parce que c'est un petit peu le sujet du moment. Alors, on a eu cette grosse frayeur en début de semaine et puis au final, on a trouvé des accords avec les créanciers. Donc, le promoteur en quelque sorte rassure, mais pourquoi ça fait aussi peur? Et au final, qu'est-ce qui a rassuré? Alors, il faut dire, c'est vrai que les marchés vont très vite d'un sujet à l'autre. On a l'impression que Evergrande, c'est déjà du passé. En fait, quand on regarde les marchés, si vous voulez, la semaine dernière, on est passé de 6700 à ce début de semaine 6400 et nous voilà ce matin de nouveau à 6700 points. Donc on a l'impression que c'était une secousse, mais vraiment temporaire. Evergrande, pourquoi est-ce que ça a fait peur? C'est parce qu'on s'est rappelé la crise de 2008, Lehman Brothers, oui. Des marchés qui sont au plus haut, potentiellement un risque systémique, donc un risque qui pourrait se diffuser à des grandes banques à travers la planète, à plusieurs pays. Et on s'est rendu compte à l'analyse de ce promoteur que c'était plutôt une crise sino-chinoise, une crise interne due à la politique restrictive qu'a eue la Chine sur le secteur immobilier. En fait, la Chine, ces derniers temps, a vraiment tapé sur de nombreuses industries. Ils ont tapé sur l'éducation des jeunes, sur les valeurs technologiques, sur le secteur immobilier, et ils sont en train de tout réguler. Parce qu'ils ont régulé, ça a mis Evergrande dans une situation un peu complexe. La société avait d'énormes dettes à honorer. Je crois qu'on n'est pas loin des 300 milliards de dettes pour cette société. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est vraiment divisée entre des clients, des fournisseurs, des investisseurs chinois et des investisseurs étrangers. Quand on regarde les sommes d'obligations détenues par les banques, les investisseurs étrangers, ça représente 19 milliards de dollars. C'est une somme qui est importante, certes, mais quand on a des banques centrales qui injectent des centaines de milliards tous les mois, ça paraît être une paille, comme je le disais hier sur les réseaux. Donc la direction d'Evergrande a communiqué, bien évidemment, ils ont voulu rassurer leurs salariés, mais également les partenaires, les fournisseurs, etc. On sent bien que l'État chinois n'a pas envie d'intervenir et n'a pas envie de nous dire qu'il va sauver la société, mais on sent bien qu'ils sont là pour éviter tout risque de contagion. Donc à court terme on est rassuré, c'est peut-être un feuilleton qui va ressurgir dans les semaines à venir, c'est vrai qu'ils ont énormément d'échéances dans les mois qui viennent, mais au moment où on en parle, pour les marchés, c'est comme si cet épisode était limite terminé. En 2 jours, en fait. C'est ça. Je crois qu'Evergrande gagnait plus de 17% ce matin sur le marché chinois. Voilà, de toute façon, ils sont au tapis. L'action a perdu 90%. Énormément de clients, de fournisseurs ont aussi vu leurs actions chuter littéralement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre en place une restructuration, essayer d'empêcher la faillite. Et le gouvernement chinois sera là, quoi qu'on en dise. Donc je pense qu'on est en tous les cas très loin du Lehman 2.0 dont de nombreux analystes nous parlaient ce week-end. Bon, alors maintenant, on va parler d'un autre sujet d'actualité. C'est bien sûr les réunions et celle notamment d'hier soir avec la Fed qui rassure. On a ces fameuses annonces avec un taux des taux d'intérêt, un maintien à 0,25%. Mais ce qu'on voudrait maintenant savoir, c'est avoir un petit peu plus de détails sur le planning, à quelle vitesse, les échéances, c'est mars ou septembre, et puis bien sûr on va parler des dot plots aussi. Est-ce qu'il va y avoir une quelconque modification? Plus tard. Plus tard. Voilà, plus tard. C'est ce dont les marchés avaient besoin, j'ai l'impression, qu'on ne les brusque pas. On a eu donc des turpitudes sur les marchés avec Evergrande. On a des marchés qui consolidaient. On a des marchés européens qui ont perdu 6 à 7%, des marchés américains qui ont perdu 4-5% sur les 10-15 derniers jours. La Fed ne voulait pas brusquer les opérateurs.
Elle est très regardante sur le marché de l'emploi. Il se trouve qu'au mois d'août, on a eu un marché de l'emploi avec des statistiques inférieures aux attentes. Donc en fait, ça lui a donné du temps. Et ce temps, elle a décidé d'en profiter, tout simplement, en remettant à plus tard sa décision et en disant « Oui, on va réduire les achats d'actifs, on va passer peut-être de 120 à 100 ou 80, mais on vous le dira plus tard. Ça va se faire, on verra ça à la prochaine réunion. » Et du coup, pour les opérateurs, c'est toujours un soutien intangible de la Fed, 120 milliards par mois jusqu'à mise à jour, des taux extrêmement bas, donc des conditions de marché qui sont relativement favorables. Après, dans ce communiqué de la Fed, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont abaissé leurs prévisions de croissance pour cette année et ils les ont relevées pour l'année prochaine. Et ils ont également relevé les perspectives d'inflation. Ça veut dire qu'ils se sont montrés très réalistes sur la situation. Et ça veut dire qu'ils ont bien compris qu'à court terme, on était en normalisation macroéconomique après 6-8 mois de chiffres absolument magnifiques sur toutes les zones économiques de la planète. Depuis quelques semaines, depuis 2-3 mois, là, ça s'est calmé. Ils ont mis à jour leurs perspectives de fin d'année en disant, vous voyez, on abaisse nos prévisions pour cette année, on reste soft. On s'attend à une belle année l'année prochaine, donc on va faire le tapering, mais on vous le dira plus tard. Quant aux perspectives d'inflation, ils se sont voulus réalistes en constatant effectivement que l'inflation était un peu plus galopante que ce qu'ils pensaient, qu'elle serait supérieure à ce qu'ils avaient prévu, mais le discours reste le même. Nous pensons que l'inflation retombera d'elle-même par la suite, discours également tenu par la Banque centrale européenne. Donc, et le troisième point qu'on a vu dans cette réunion de la Fed, c'est que 9 membres sur 18, 9 membres du FOMC, donc on est à 50-50, pensent que les taux d'intérêt vont monter dès début 2022. Enfin, pas dès début 2022, mais au courant de l'année 2022. Ça montre certes qu'on s'attend à des hausses de taux, mais ça montre aussi qu'on s'attend à des perspectives économiques relativement favorables. Et puis enfin, ça montre que les faucons et les colombes sont à égalité. Ça va être le combat des trimestres à venir, fonction des chiffres d'inflation, fonction du marché de l'emploi. Mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de grand relèvement. Pour les marchés, business as usual. On savait que l'économie repartirait encore plus l'année prochaine, on savait que l'inflation serait forte, ça n'inquiète pas la Banque centrale, elle continue de soutenir très fort à court terme. C'est la raison pour laquelle les indices américains ont fini dans le vert hier soir et que le CAC a ouvert sur les 6700 points ce matin. Alors c'est pas évident quand même pour les indices européens de trouver une société qui performe en ce moment. Oui. Disons que vous avez des rotations sectorielles qui sont super fortes sur le CAC. Vous avez le luxe qui va tirer par moment et puis quand la Chine tape dessus, les valeurs du luxe peuvent perdre 10%. Vous avez la même chose qui peut se faire sur les financières en fonction des perspectives d'inflation et des politiques de banque centrale. On a des rotations qui se font et qui sont très fortes à l'intérieur des indices. Mais en fait, si on regarde le CAC 40, depuis la mi-juin, il ne s'est rien passé. On est autour de 6650 points depuis maintenant 4 mois, avec des baisses et des hausses de 100 à 150 points au-dessus de ce seuil. Et ça va peut-être être une période intéressante si on continue cette latéralisation, peut-être non plus pour s'intéresser à des sociétés du CAC 40, mais aussi pour revenir sur les petites et les moyennes capitalisations, qui n'ont pas forcément profité des mêmes flux que les big caps, les grosses capitalisations ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui pourraient revenir en fonction des secteurs sur le devant de la scène. Je pense notamment à l'aviation et au tourisme. Début de semaine, on apprenait que les États-Unis étudiaient une réouverture aux personnes vaccinées. Ça veut dire que la Terre se remet à tourner en quelque sorte. Et donc, il faut surveiller, je pense, ce secteur tourisme et l'aviation, du Airbus, du ADP, même Air France, si ce n'est pas un dossier très qualitatif fondamentalement. Mais il y aura très certainement des choses à faire si le spectre du Covid continue de se dissiper. Alors on va parler crypto, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Les cryptos justement qui suivent souvent les indices ont dégringolé, le Bitcoin aussi. Est-ce qu'on a encore ce caractère refuge ?
Alors c'est un grand débat effectivement entre ceux qui ont l'habitude de suivre les marchés et de définir ce qu'est un actif refuge et les personnes qui sont dans les cryptos. Les personnes qui sont dans la crypto vous diront que oui, le Bitcoin est un actif refuge puisque quoi que fassent les marchés depuis 10 ans, les cryptos sont montés. Et le Bitcoin, depuis 10 ans, pratiquement tous les ans, monte. Simplement, ce qu'on peut aussi dire, c'est que depuis 10 ans, nous sommes dans un cycle économique et un cycle boursier positif. Donc au final, il n'y a pas tant eu besoin d'une valeur refuge puisqu'il n'y avait pas de chute particulière, si ce n'est des corrections habituelles que l'on voit sur un marché haussier depuis 100 ans. Non, le caractère refuge d'une valeur, c'est qu'elle n'a pas de corrélation avec le reste. Or, quand vous voyez en mars 2020, pendant la crise du Covid, que les indices chutent fortement et que les cryptos suivent, quand vous voyez qu'en début de semaine, les indices se crispent pour la première fois en quelques semaines et qu'à ce moment-là, les cryptos chutent, eh bien, ça veut tout simplement dire que jusqu'à preuve du contraire, et peut-être jusqu'à ce qu'il y ait encore une maturation du marché des crypto-monnaies. Il y a une certaine interdépendance en fait. Pour l'instant, il y a une interdépendance. C'est un marché spéculatif. Quand tout le monde est plutôt positif, quand on cherche des achats, des actifs risqués pour créer de la performance dans son portefeuille, on va sur les actions, mais on va aussi sur les cryptos. Et quand tout le monde se contracte, il y a un peu de peur comme ça, on voit que sur le Bitcoin, c'est moins 15% en 24 heures. Ça montre aussi un certain manque de confiance. Alors non, je dirais pas que c'est un manque de confiance puisque la volatilité baissière doit se rapporter à la volatilité haussière de cette crypto-monnaie, du Bitcoin. Il ne faut pas oublier que le Bitcoin est passé là en quelques semaines de 30 000 à 52 000, il a gagné plus de 80%. Donc il a retracé une partie de sa hausse précédente, c'est une consolidation légitime. Il est revenu sur la zone des 40-42 000 $ qui est une zone de soutien. Non, je pense que quand on analyse le Bitcoin, il faut un petit peu dézoomer, il faut regarder les graphiques non pas en données horaires ou journalières, mais en données hebdomadaires. Et quand vous regardez le Bitcoin en données hebdomadaires ou mensuelles, c'est foncièrement haussier. Et puis, cette volatilité, elle est dangereuse pour les traders de court terme. Je dis bien les traders et non pas les investisseurs. Il y a énormément de monde en trading qui perd sur les cryptos, notamment toutes les personnes qui utilisent des effets de levier. Là où l'investisseur va continuer d'acheter que le marché monte ou baisse en faisant ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire du dollar cost average, et en achetant régulièrement sans se poser de questions et sans stresser, voire même en se disant quand ça baisse, c'est une bonne chose, je vais pouvoir en racheter encore moins cher, lui est tranquille, alors que le trader qui essaye de déterminer si on va continuer de monter, continuer de baisser, qui met du levier, etc., lui il est en danger parce que le marché des cryptos est impitoyable avec ceux qui essayent de le dompter. On va finir sur cette très belle phrase. Merci Nicolas Chéron. Merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste marché chez Zone Bourse. On vous retrouve bientôt pour une nouvelle interview éco. Il est 9h30. On marque une nouvelle courte pause et on se retrouve ensuite pour l'interview hebdo Flash Marché avec Admiral. A tout de suite.